C'était un jeudi. J'étais assis sur le bord de notre lit, celui que nous avions choisi ensemble, mes mains pendantes entre mes genoux. La pièce sentait son parfum, quelque chose de vif et de cher que je lui avais acheté pour son dernier anniversaire, et la faible odeur métallique de la laque. Elle se tenait devant le miroir sur pied, une silhouette de construction méticuleuse dans une petite robe noire qui n'était pas si petite. C'était le genre de robe que l'on porte pour un verdict, pas pour boire un verre. Depuis des semaines, je vivais dans un brouillard de désespoir silencieux. Ce SMS qui lui faisait sourire en regardant son téléphone avec un pincement secret de ses lèvres, juste pour que l'écran s'éteigne quand j'entrais. Les soirées entre filles qui commençaient à 20h et se terminaient par un retour titubant à 4h du matin. L'odeur d'un autre bar, la fumée de cigarette d'un autre homme s'accrochant à sa veste. Le nouveau nom, marque du gymnase, saupoudré dans ses conversations avec une fréquence désinvolte qui ressemblait à des gouttes d'acide. J'ai essayé d'en parler la semaine dernière. Doucement, ai-je pensé, tu as l'air distante ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Elle avait soupiré, un son de lassitude qui me faisait immédiatement sentir petit. Mon Dieu, pas encore ça. Je vis ma vie, Alex. Dois-je te soumettre un itinéraire? Alors, je l'avais avalé comme je le faisais toujours. Mais ce soir, en la voyant mettre cette robe, celle qu'elle avait un jour dit être pour une occasion très spéciale, un jeudi soir ordinaire avec Jess et Sarah, quelque chose en moi s'est finalement fissuré. Pas avec un rugissement, mais avec un bruit silencieux et terminal. Chloé, dis-je, ma voix étrangement calme, même à mes propres oreilles. Où vas-tu ce soir? Elle croisa mon regard dans le miroir, son regard froid et évaluateur tandis qu'elle appliquait une dernière couche de rouge à lèvres rouge sang. Je sors avec les filles. Je t'ai dit que tu portais la robe d'anniversaire. C'est ma robe. Je porterai ce que je veux. Un geste dédaigneux de son poignet. Le froid était une gifle physique. J'ai pris une respiration. Le dernier souffle de l'homme qui essayait encore. Et Marc sera là. Ses mains s'immobilisèrent. La pièce devint silencieuse, à part le bourdonnement de la lumière au plafond. Elle se tourna lentement, s'appuyant contre sa coiffeuse, croisant les bras. Sa posture n'était pas défensive. Elle était provocante. Une reine attendant un défi d'un paysan présomptueux. Qu'en est-il de lui? Je vois souvent son nom. Tu parles beaucoup de lui. Tu es en train d'envoyer un SMS à quelqu'un en ce moment même et tu souris comme. Je m'interrompis, les mots me paraissant pathétiques même en les prononçant. Son rire fut bref, sans humour. Oh, ça y est. L'Inquisition. Laisse-moi être parfaitement clair pour toi, Alex. Elle fit un pas en avant. Chaque mot était une balle précise et délibérée. Je porterai ce que je veux. Elle fit un geste vers le bas de son corps. J'enverrai des SMS à qui je veux. Elle prit son téléphone sur la coiffeuse et le brandit, l'écran brillant d'un message non lu. Et je sortirai avec qui je veux. Elle marqua une pause, laissant l'ultimatum planer dans l'air parfumé. Ses yeux tenaient les miens, et pour la première fois, je n'ai pas vu la femme que j'avais aimée pendant 3 ans. J'ai vu une étrangère, ravie de sa propre cruauté, confondant ma dévotion avec de la captivité et mon inquiétude avec du contrôle. Elle appréciait ça. C'est ma vie, dit-elle, sa voix tombant dans un murmure venimeux. Je ne suis pas ta propriété. Je ne te dois rien. Mon cœur, qui battait contre mes côtes, s'immobilisa soudainement. Le chaos de la douleur, de la jalousie et de la confusion ne s'évapora pas. Cela cessa simplement d'avoir de l'importance. C'était comme si un circuit avait finalement surchargé et grillé, ne laissant derrière lui qu'une clarté silencieuse et immaculée. Le brouillard se leva. J'ai vu la pièce, le lit, la femme devant moi avec une définition brutale et absolue. Elle a dû voir quelque chose changer sur mon visage parce que son expression suffisante vacilla une milliseconde. Elle redoubla d'efforts, livrant la dernière phrase pré-répétée, celle qu'elle pensait clairement me remettre à ma place. Pleine d'excuses, de soumission, suppliant pour des miettes de son attention. Alors, si ça ne te plaît pas, conclut-elle, un sourire froid et triomphant effleurant ses lèvres maquillées, tu peux partir. Pendant un long moment, je l'ai juste regardée. J'ai vu la fille que j'avais conduite pendant 2 heures pour aller la chercher à l'aéroport à 1h du matin. J'ai vu la femme qui avait pleuré dans ma chemise lorsque son chat était mort. Et puis j'ai vu le fantôme qui se tenait devant moi maintenant, portant son visage comme un masque.
Un calme profond, presque étrange, s'installa en moi. J'ai hoché la tête une seule fois. Une simple, lente et définitive inclinaison de mon menton. Le plus faible sourire effleura mes propres lèvres. Pas de bonheur, mais de reconnaissance. D'un problème enfin résolu. Son rictus triomphant se figea, puis se tordit en confusion. Quoi? Mais j'étais déjà en mouvement. Je me levai du lit, mes mouvements fluides et déterminés, dénués de tout drame. Je passai près d'elle, assez près pour capter une nouvelle vague de ce parfum coûteux, et me diriger vers notre placard commun. J'atteignis l'étagère du haut et en sortis mon vieux sac de sport, celui qu'elle avait toujours détesté parce qu'il était râpé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix avait perdu son acier. Elle était maintenant empreinte d'une note stridente d'incrédulité. Je ne répondis pas. Je dézippai le sac et le posai sur le lit. J'ouvris mon côté du placard et commençai à sortir mes vêtements. Pas par brassée, mais article par article. Mes chemises boutonnées, mes jeans, mes pulls. Je les pliai et les plaçai soigneusement dans le sac. J'étais un bibliothécaire rangeant tranquillement un chapitre de ma vie qui était maintenant définitivement terminé. Alex, arrête. Tu es puéril. Ce n'est pas drôle. Je suis allé dans la salle de bain. Ma brosse à dents, mon rasoir, le déodorant sans parfum, tout cela, je le jetai dans le sac. Je retournai à la table de chevet, de mon côté du lit. Je pris le livre que j'étais en train de lire, une biographie d'une star du cinéma muet. J'ai pris la photo encadrée de mes parents. J'ai laissé celle de nous deux à la plage, nos visages rougis par le soleil et souriants. Tu es incroyable. Est-ce que c'est une crise de colère? Parce que je ne change pas mes plans. Ces mots rebondirent contre le nouveau mur insonorisé autour de moi. La seule chose que j'entendais était la voix calme et logique dans ma tête. Chaussettes, sous-vêtements, passeport, ordinateur portable, chargeur. En 10 minutes, mon côté de la pièce fut effacé. Le placard semblait caverneux. Ma table de chevet était nue, à l'exception d'une lampe. Le sac était plein et zippé. Elle se tenait toujours près de la coiffeuse, les bras maintenant tombés le long du corps, la bouche légèrement ouverte. Le scénario de défi avait disparu, remplacé par un choc abasourdi. Elle n'avait pas bougé. Elle était toujours dans sa robe de victoire, attendant le deuxième acte, où je supplierais, où je me battrais, où je prouverais mon amour en endurant son manque de respect. Je jetai le sac de sport sur mon épaule. Il était plus lourd que ce à quoi je m'attendais. Je jetai un dernier regard rapide autour de la pièce. Mes yeux tombèrent sur le bloc-notes qu'elle gardait sur sa table de chevet pour les listes de courses et les citations inspirantes. Je m'approchai, pris son stylo élégant et écrivis 3 mots sur une feuille blanche. Je ne la regardai pas. Je pliai le papier une fois, marchai jusqu'à son côté du lit, et le plaçai au centre exact de son oreiller. Puis je me retournai et sortis de la chambre. Alex, où vas-tu? N'ose pas me tourner le dos. Sa voix me poursuivit dans le couloir, montant d'un ton de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je ne m'arrêtai pas. Je récupérai mon ordinateur portable dans le salon, mes clés dans le bol près de la porte. Je pouvais l'entendre taper derrière moi, ses talons claquant sur le parquet. « Tu reviendras » cria-t-elle, les mots imprégnés d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « Tu n'as nulle part où aller. Tu reviendras en rampant d'ici demain. » Espèce de pathétique. La porte d'entrée se referma derrière moi, coupant son insulte en plein milieu. Le bruit n'était pas un claquement, mais un clic ferme et final. L'air nocturne était frais et calme. Je chargeai le sac dans le coffre de ma voiture. En m'asseyant sur le siège conducteur, je levai les yeux vers la fenêtre de notre appartement au 2e étage. La lumière était toujours allumée. Je pouvais voir le flou de sa silhouette, debout là à regarder. Je démarrai la voiture, le moteur ronronnant doucement. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai quitté le trottoir avec la même délibération calme avec laquelle j'avais fait mon sac. Dans mon rétroviseur, la fenêtre éclairée devenait de plus en plus petite jusqu'à n'être plus qu'un carré jaune dans la façade de l'immeuble, puis elle disparut. Le silence dans la voiture était immense. Ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence d'un verdict rendu, d'une peine purgée. Elle m'avait donné un choix. Pour la première fois depuis longtemps, je l'avais saisi.
J'ai conduit pendant 20 minutes sans destination en tête. Les rues étaient un flou familier de néons et de phares. Un monde qui semblait le même mais qui existait maintenant de l'autre côté d'une ligne fondamentale. L'adrénaline, la clarté froide qui avait alimenté mon emballage, commença à s'épuiser, laissant derrière elle un espace creux et résonnant dans ma poitrine. Ce n'était pas du deuil. Pas encore. C'était la simple répercussion vibratoire d'une détonation. J'ai trouvé un hôtel de chaîne près de l'autoroute, une boîte lumineuse banale et impersonnelle. La chambre sentait le produit nettoyant au citron et l'air vicié. J'ai laissé tomber mon sac de sport par terre, le bruit ridiculement fort dans le silence. Pendant un long moment, je suis resté là à écouter le ronronnement du mini-réfrigérateur. Puis, méthodiquement, je me suis mis au travail. J'ai mis mon téléphone en silencieux, pas éteint, juste en sourdine. J'ai pris une douche si chaude qu'elle a rendu ma peau rose, lavant les dernières traces de son parfum et la tension de l'appartement de ma peau. J'ai mis un jogging et un t-shirt, des vêtements qui me ressemblaient d'une manière dont rien n'avait semblé dans ce placard partagé depuis des mois. J'ai commandé un cheeseburger vraiment terrible en service d'étage et j'ai mangé chaque bouchée au petit bureau, fixant la télévision en sourdine, regardant une émission de moments forts sportifs. La normalité de l'acte, manger, avaler, goûter le sel et la graisse, était apaisante. C'était la vie. Cet acte simple, calme et solitaire. Personne ne me regardait manger. Personne ne soupirait parce que j'avais mis du ketchup sur l'assiette. C'était juste moi et un mauvais burger dans une pièce silencieuse. Mon téléphone, posé à plat sur le bureau, commença à s'illuminer. Un appel. Chloé. L'écran s'illumina, pulsa, puis s'éteignit. Une minute plus tard, il s'illumina à nouveau. Et encore, après le 4e appel, les SMS commencèrent à vibrer en staccato rapide contre le bois. 22h47. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. 22h49. Mon placard est. Tu as pris mes talons noirs? Mieux vaut ne pas avoir pris mes talons, Alex. 22h53. Réponds au téléphone. Nous devons parler. Tu exagères. 23h21. Sérieusement, tu me fais la tête maintenant. Très mature. 23h45. Je suis rentré. Où es-tu? Je les lisais tous avec une curiosité détachée, comme un anthropologue étudiant les rituels d'une tribu étrangère. L'inquiétude ne concernait pas moi, ni nous. Elle concernait sa soirée interrompue, ses chaussures manquantes. L'épicentre de sa crise était son placard, pas sa relation. J'ai pris une autre bouchée de mon burger. Le téléphone s'est illuminé avec un dernier appel à 3h17 du matin. J'ai imaginé son retour titubant, l'adrénaline de la nuit disparue, remplacée par l'alcool et la réalité naissante. Elle a probablement vu la note alors. J'ai imaginé qu'elle la prenait, la dépliait, lisait ces 6 mots sous la lueur de sa lampe de chevet. Tu as eu ce que tu as demandé. L'appel est allé à la messagerie vocale. Je n'ai pas écouté. Puis j'ai enfin dormi, un sommeil profond et sans rêve d'épuisement total. Pas sur ma moitié de notre lit, mais exactement au centre d'un matelas d'hôtel king size. Le lendemain matin, sous la lumière froide et pratique du jour, j'ai écouté le message vocal. Sa voix était pâteuse, épaisse de larmes et de quelque chose d'autre. Peut-être du cabernet. Alex. Mon Dieu, le placard est si vide. Tu es vraiment parti? Tu es parti après tout ça. Je ne voulais pas reviens à la maison. Nous devons parler. S'il te plaît, reviens juste à la maison. Je suis désolé. Tu as mal compris. Reviens juste à la maison et nous arrangerons ça. Le ton était complètement faux. Ce n'était pas le remords de quelqu'un qui avait utilisé la cruauté comme un couteau. C'était le vain surpris d'un enfant qui avait cassé un jouet et était choqué qu'il ne se réassemble pas magiquement. Je suis désolé que tu aies mal compris. Pas je suis désolé de l'avoir dit. Pas je suis désolé de l'avoir pensé. J'ai supprimé le message vocal. J'ai bloqué son numéro. La semaine suivante fut une étude en logistique surréaliste. J'ai utilisé mes économies pour verser un acompte pour un petit studio meublé de l'autre côté de la ville.
Il avait une vue sur un mur de briques et le bruit lointain d'un train, mais il était à moi. J'ai donné mon préavis pour notre appartement partagé, invoquant la fin d'un accord de colocation, et j'ai payé ma moitié du loyer du dernier mois pour éviter tout drame juridique. J'ai contacté les fournisseurs d'accès Internet et d'électricité et j'ai fait retirer mon nom des comptes. C'était une euthanasie administrative, tuant la vie partagée, article par article. Je me suis permis un écart. Une semaine de curiosité morbide. J'ai débloqué son numéro juste assez longtemps pour voir un torrent d'appels manqués et de SMS accumulés, puis j'ai ouvert son Instagram. La nuit de mon départ, elle avait posté une photo floue et bondée d'un cocktail, ses ongles, de cette teinte rouge sang, enroulés autour du verre. La légende, vivre ma meilleure vie. Libre négativité bonne et vibration seulement. Les commentaires de son cercle restreint étaient un cœur d'émoji feu et de « oui, reine » de la part de Jess et Sarah. Les publications des jours suivants racontaient une histoire plus subtile, un graphique de citation sur les tempêtes avant la paix. Un selfie où son sourire n'atteignait pas ses yeux, légendé, apprendre à être mon propre rock. Puis, 5 jours après mon départ, un nouveau visage est apparu. Marc, un selfie de sport 2-2. Sa joue pressée contre son épaule, son biceps se contractant près de son visage. Son expression était un sourire en coin. La sienne était triomphante, mais ses yeux semblaient frénétiques, comme quelqu'un s'accrochant à un canot de sauvetage. La légende, quand on passe en première classe. Je n'ai rien ressenti. Ni jalousie, ni colère, juste une légère pitié clinique. Elle avait échangé une connexion engagée, bien que tenue pour acquise, contre l'approbation tape à accent grave l'œil d'un homme qui la voyait clairement comme un trophée à poser. J'ai fait une capture d'écran, non pas par vengeance, mais comme un reçu, une preuve finale. Puis j'ai bloqué son numéro sur toutes les plateformes auxquelles je pouvais penser. Le silence qui a suivi fut la chose la plus précieuse que j'ai jamais possédée. 3 semaines après mon arrivée dans ma nouvelle existence tranquille, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Je venais de rentrer d'une course. Ma nouvelle routine. Le martèlement rythmé du trottoir. Une thérapie dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. J'ai répondu, le souffle encore lourd. Alex. Mon Dieu. Tu as répondu. C'était Lisa, l'amie la plus toxiquement loyale de Chloé. Sa voix était un murmure théâtral. Lisa. J'ai pris une gorgée d'eau. Écoute, je sais que je ne devrais pas appeler, mais je m'inquiète pour elle. Je m'inquiète pour vous deux. C'est fou. Il n'y a pas de vous deux. Alex, ne sois pas comme ça, me réprimanda-t-elle comme si j'étais un adolescent boudeur. C'est un désastre, Alex. Un désastre total. Tu dois l'appeler. Je suis resté silencieux, laissant la pression du silence s'installer de son côté. Elle a continué, ce gars, Marc. Un vrai. Elle baissa encore plus la voix. Après, tu sais. Après qu'il ait obtenu ce qu'il voulait, elle est allée chez lui et une autre fille a répondu à la porte. Tu peux imaginer l'humiliation? Je pouvais l'imaginer parfaitement. Je n'ai rien dit. Et ses amis de cette nuit-là, ceux avec qui elle est sortie, ils l'ont complètement abandonnée, disant qu'elle était trop dramatique, trop collante. Tu peux croire ça? Le ton de Lisa suggérait que je devrais être indigné au nom de Chloé. Je ne l'étais pas. Je comprenais parfaitement. Chloé avait confondu les applaudissements d'un public avec la loyauté des amis. Elle est mal au travail, continua Lisa, les commérages alimentant davantage que l'inquiétude. Elle a reçu un avertissement la semaine dernière pour avoir manqué une échéance, puis a pleuré dans une réunion lorsque son patron lui a demandé des comptes. Elle reste juste dans l'appartement à pleurer et à regarder ses films tristes. C'est pathétique. Le mot flotta dans l'air. Pathétique. Même son avocate ne pouvait l'éviter. Elle ne cesse de dire qu'elle a fait une énorme erreur. Que tu avais raison sur tout. Qu'elle était stupide. Elle a besoin de toi, Alex. Tu as toujours été le plus stable. Tu dois arranger ça. C'était là, le cœur du problème. Pas, je t'aime. Pas, tu me manques. Mais, tu étais le plus stable. Tu dois arranger ça. Je n'étais pas un partenaire à aimer. J'étais une fonction à accomplir. Un concierge émotionnel engagé pour nettoyer le désordre qu'elle était ravie de faire.
Merci de m'avoir prévenu, Lisa, dis-je, ma voix plate et polie. La voix d'un agent de service client mettant fin à un appel. Il y eut une pause stupéfaite. C'est tout. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle souffre. J'apprécie l'information. Je répétais le détachement professionnel de mon ton, absolu. Prends soin de toi. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse marmonner une réponse. J'ai immédiatement bloqué le numéro. L'invasion de ma paix ressemblait à une violation, mais ma résolution ne se brisa pas. Elle se durcit, se transformant en diamant. Plus tard dans la soirée, la dernière pièce de son effondrement public m'a trouvé. Un SMS de mon ancien voisin Dave, un type correct qui me lançait toujours un regard compatissant lorsque la voix de Chloé se faisait entendre dans le couloir. « Et mec, j'espère que tu vas bien. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai vu une pancarte à louer dans ta vieille fenêtre aujourd'hui. La direction en a peut-être finalement assez. C'est fou. » Je le remerciai et fixai le message. L'appartement, notre appartement, la scène de sa dernière performance. Elle était en train de perdre pied. Elle ne pouvait pas se le permettre seule. Pas avec son style de vie, pas probablement avec une tâche sur son dossier de travail. Elle était forcée d'abandonner le décor de notre drame, l'espace physique où elle s'était sentie assez puissante pour lancer son ultimatum. Le karma n'était pas un coup de foudre. C'était une marée lente et inévitable qui érodait le sol sous ses pieds. C'était la conséquence de ses propres mots, de ses propres choix se déroulant dans la monnaie froide et dure du loyer, de l'amitié et de l'estime de soi. Elle avait voulu la liberté des contraintes de mes soins. Elle se noyait maintenant dans l'étendue absolue et inexplorée de celle-ci. J'éteignis mon téléphone. Devant la fenêtre de mon nouveau studio, le sifflet lointain du train retentit. Un son solitaire et régulier. Il sonnait comme un mouvement, comme un départ. J'étais déjà parti. Le premier contact fut une brèche dans le barrage. Après l'appel de Lisa, les tentatives commencèrent sérieusement, s'infiltrant à travers les murs numériques que j'avais construits. Un nouveau numéro m'envoya un SMS une semaine plus tard. Je savais que c'était elle avant même d'avoir lu le message. La cadence était un fantôme dans la machine. Numéro inconnu. C'est moi. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies simplement abandonné comme ça. Nous avons construit une vie. Nous devons parler. Je suis désolé que tu aies mal compris ce que je voulais dire. J'étais stressé. Tu sais comment je deviens. J'ai fixé le message. Je suis désolé que tu aies mal compris. L'hymne de la non-excuse. Ce n'était pas le stress. C'était la vérité. Enfin prononcé à voix haute. Je n'ai pas bloqué le numéro immédiatement. J'ai laissé le message s'installer. Un poisson mort dans ma boîte de réception. Mon silence était la réponse. 2 jours plus tard, un autre SMS. Numéro inconnu. Tu me manques. Tu me manques. L'appartement est si vide et silencieux. C'est horrible. Tu te souviens de notre voyage à Big Sur? Nous étions si heureux. Nous pouvons redevenir ça. S'il te plaît, parle-moi juste. La nostalgie comme arme. Elle peignait par-dessus la sombre fresque finale de notre fin avec une carte postale d'il y a des années. Elle ne se souvenait pas de moi. Elle se souvenait d'un sentiment, d'un service que j'avais fourni. Le sentiment d'être adoré sans le fardeau de la réciprocité. J'ai supprimé le message. Le message vocal est arrivé ensuite. Laissé à 23h un mardi. Sa voix était pâteuse, hésitante, une performance de vulnérabilité brisée. Alex, c'est Chloé. Je ne sais pas quoi faire. Tout s'effondre. J'ai dû quitter l'appartement. Je reste chez ma cousine et c'est humiliant. Marc était un mensonge. Tout le monde était un mensonge. Tu étais la seule chose réelle. J'ai été tellement stupide. J'avais juste besoin de me sentir désiré. Et toi? Tu étais toujours là. Je te prenais pour acquis. Je le sais maintenant. S'il te plaît, on peut juste aller prendre un café? Juste parler. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé.
La confession était presque impressionnante dans son absorption égoïste stupéfiante. Tu étais juste toujours là. Un meuble. J'avais besoin de me sentir désiré. Alors, elle a cherché le désir bon marché et clinquant d'un étranger, rejetant l'offre profonde et constante que j'avais offerte, et le dernier est désespéré, je t'aime. Une monnaie qu'elle essayait de dépenser après avoir déclaré sa faillite. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite, et cela ne m'a procuré rien d'autre qu'un léger dégoût froid. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas comme un souvenir, mais comme une preuve pour moi de ce à quoi j'avais échappé. L'escalade était inévitable. Une semaine après le message vocal, le même numéro inconnu a sonné pendant que je préparais mes repas dans mon studio. Le bruit rythmé du couperet de mon couteau sur la planche à découper, un métronome apaisant. J'ai répondu, une erreur distraite, pensant que ce pourrait être le concierge. Bonjour, es-tu heureux maintenant? Sa voix était un cri, dépouillé de toute prétention, brute et râpeuse. C'était le son du masque qui se brise enfin. Est-ce que c'est ça que tu voulais? Me détruire? Ma vie est en ruine. J'ai perdu mon appartement. Alex, mon travail. Mes amis sont partis. Je n'ai rien dit. J'ai posé le couteau calmement. Tu étais censé te battre pour moi, cria-t-elle, les mots déchirants. C'est ce que tu fais quand tu aimes quelqu'un. Tu étais censé me sauver de moi-même. Tu étais censé m'arrêter. Au lieu de ça, tu es juste. Tu es juste parti. Espèce d'égoïste. C'était là. Le renversement stupéfiant et époustouflant. Sa cruauté était maintenant mon échec. Ses choix étaient ma négligence. Dans le miroir déformant de son esprit, j'étais le méchant pour avoir accepté les termes de reddition qu'elle avait dictés. J'ai finalement parlé, ma voix calme et plate. Une pierre tombée dans sa cacophonie. Tu m'as dit de partir si ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, alors je suis parti. Le silence de l'autre côté pulsait d'une énergie furieuse et incohérente. J'ai entendu un halètement étranglé, un sanglot de pure rage. Tu n'as pas le droit de me renvoyer mes mots. Tu n'as pas le droit d'être celui qui est calme. Tu dois. J'ai mis fin à l'appel. J'ai bloqué le numéro. Puis je suis allé à mon ordinateur portable et j'ai initié un changement de mon numéro de téléphone portable. C'était le moment. Le dernier lien, aussi effiloché soit-il, devait être coupé. La pièce qui descendait était maintenant plus profonde, fortifiée. J'avais entendu la forme finale de sa colère, les vraies couleurs flottant à la fin. Il n'y avait plus rien à savoir. 5e partie, le rejet final. 2 mois jour pour jour après mon départ, il pleuvait. Une pluie d'automne froide et implacable qui rendait les trottoirs glissants et transformait les lumières de la ville en traînées aqueuses. Je revenais du gymnase. Une nouvelle habitude qui avait remodelé non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Mon sac de sport suspendu à une épaule, un parapluie solide à la main. Mon nouvel immeuble était un entrepôt rénové avec une entrée sécurisée, une petite forteresse de ma propre conception. Alors que je tournais le coin de ma rue, je l'ai vue. Elle était blottie sous l'étroite marquise d'un café fermé à côté de l'entrée de mon immeuble, trempée. Ses cheveux étaient plaqués sur sa tête, son mascara coulait en traînées sombres sur ses joues. Elle portait une veste bon marché et mince qui ne la protégeait pas de l'averse. Elle avait l'air plus petite, brisée, une poupée jetée. La femme du miroir avait disparu. Nos yeux se sont rencontrés, les siens se sont écarquillés, un espoir frénétique et affamé y a brillé. Elle fit un pas chancelant en avant, sous la pluie. Alex. Je n'ai pas cessé de marcher, mais j'ai ralenti. Cela devait être affronté. L'évasion ne ferait qu'alimenter le fantasme. Je me suis arrêté à quelques pas d'elle, la pluie battant sur mon parapluie. Je n'ai pas proposé de partager l'abri. Comment m'as-tu trouvé? Ma voix était calme, conversationnelle. J'aurais pu demander l'heure. Elle avait entendu par quelqu'un qui avait entendu par Dave. Elle serra ses bras autour d'elle, grelottant violemment. Ses dents claquaient. Tu te mouilles, observai-je. Il n'y avait aucune inquiétude dans cette déclaration. C'était un fait. Elle laissa échapper un sanglot qui était à moitié rire, à moitié suffocation. Tu crois que je m'en soucie? Regarde-moi. Regarde ce qui est arrivé.
J'ai tout perdu, Alex. Tout. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Le silence sembla la paniquer plus que n'importe quelle colère n'aurait pu le faire. Elle se précipita en avant, les mots déferlant dans un flot boueux et désespéré. J'ai fait une erreur, une énorme erreur. Tu avais raison sur tout. Marc. La façon dont je te traitais, j'étais stupide. J'avais peur. J'avais juste besoin de me sentir désiré. Et toi, tu étais juste si solide. Et j'ai pensé. Je ne sais pas ce que j'ai pensé. S'il te plaît. Elle fit un autre pas, sa main se levant comme pour toucher mon bras. J'ai fait un demi-pas subtil en arrière, maintenant la distance. Le rejet de ce geste la fit tressaillir comme si elle avait été frappée. On peut juste monter, s'il te plaît? Juste pour parler à l'abri de la pluie. J'ai tellement froid. On peut juste parler. Je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. J'arrêterai de sortir. Je serai à nouveau la fille dont tu es tombé amoureux. Je le promets. Donne-moi juste une chance d'arranger les choses. Ses yeux étaient d'énormes bassins suppliants de noir dans la pâleur de son visage. C'était la performance complète, la reddition abjecte. Autrefois, la vue d'elle comme ça m'aurait brisé. J'aurais enroulé mon manteau autour d'elle, l'aurais fait monter, lui aurais préparé du thé et passé des mois à essayer de recoller les morceaux, acceptant tout le blâme juste pour arrêter les larmes. Maintenant, je ne voyais que la manipulation, le désespoir calculé. Elle n'offrait pas de changer. Elle offrait de jouer un rôle, le rôle de la femme que j'avais aimée, si cela lui permettait d'entrer à l'abri du froid et de retrouver la vie qu'elle avait incinérée. Je la regardais, vraiment, pour la première fois depuis cette nuit-là. Et je le sentis, l'absence finale et absolue. Ni haine, ni pitié, mais indifférence. Chloé, dis-je, ma voix stable comme la pierre. Tu m'as dit exactement ce que tu voulais porter, envoyer des SMS et sortir avec qui tu voulais. Tu m'as donné une instruction claire, si ça ne me plaisait pas, je devais partir. Elle ouvrit la bouche pour m'interrompre, mais je continuai, la précision calme de mes mots perçant la pluie et sa panique. J'ai suivi tes instructions à la lettre. Je suis parti. Cette transaction est terminée. Ce n'était pas une transaction, sanglota-t-elle. C'était une relation. Non, corrigeai-je doucement. Cela a cessé d'être une relation au moment où tu as lancé un ultimatum, pensant que je n'oserais jamais relever le défi. Tu voulais une dynamique où ta liberté était absolue et ma dévotion était inconditionnelle. Ce n'est pas un partenariat. C'est une prise d'otage. J'ai choisi de me libérer. Les larmes se mêlèrent à l'eau de pluie sur son visage. L'homme que tu cherches, dis-je. Celui qui s'inquiétait de tes tenues et de tes SMS. Celui qui veillait. Celui qui voulait construire une vie avec toi. Il ne vit plus ici. Tu l'as expulsé. Je fis un léger geste avec mon parapluie vers la porte sécurisée de mon immeuble. Ma vie maintenant est paisible. Je ne surveille la tenue ou les SMS de personne. Je ne veille pas. Je vis, c'est tout. Et toi? J'ai croisé son regard, le mien complètement clair et vide de toute malveillance ou chaleur. Tu ne fais pas partie de ce chapitre. S'il te plaît, ne reviens plus ici. La finalité dans mon ton était une porte de fer qui se fermait. Elle le vit. L'espoir frénétique dans ses yeux vacilla et mourut, remplacé par une horreur creuse et naissante. Elle n'avait pas seulement perdu moi. Elle m'avait transformé en quelqu'un qui pouvait la regarder se noyer et ne rien ressentir. J'étais sa conséquence vivante et respirante. Je me suis retourné et j'ai marché les derniers pas jusqu'à la porte de mon immeuble. J'ai sorti mon porte-clés. Alex. Le cri était maintenant dépouillé de tout, juste une douleur brute. Je n'ai pas regardé en arrière. Le porte-clés a bipé. La serrure s'est ouverte avec un déclic solide et satisfaisant. J'ai ouvert la lourde porte de verre et d'acier. Au moment où je suis entré dans le hall d'entrée chaud, sec et bien éclairé, une voix a appelé joyeusement du couloir intérieur, et, Alex. Il fait un temps horrible dehors, hein. C'était Maya, ma voisine du bout du couloir. Elle était en tenue de course, s'étirant les mollets contre le mur, le visage rougi et souriant. Elle était vibrante, indépendante,
et ne m'avait jamais rien demandé d'autre que de signer pour un colis. Je me suis tourné vers elle, la porte commençant à se refermer derrière moi, scellant la vue de la silhouette trempée par la pluie dans la rue. Un sourire authentique et facile a touché mes lèvres pour la première fois depuis des mois. Tu parles d'un temps, dis-je, ma voix chaleureuse et légère, à des années-lumière du froid calme de l'extérieur. Toujours partant pour cette randonnée samedi si le temps s'améliore. Absolument. J'ai hâte, sourit-elle. La porte s'est refermée avec un saut étouffé final. Le dernier son de l'extérieur s'est perdu. Que ce soit un sanglot, un cri, ou simplement le sifflement de la pluie, je ne le savais pas et je ne m'en inquiéterai jamais. Le hall était calme, chaud et propre. Le passé était de l'autre côté de la vitre, flou et sans importance, déjà en train de s'effacer. J'ai marché vers les ascenseurs avec Maya, parlant des cartes de sentier, mon sac de sport semblant léger sur mon épaule, ma paix intacte, mon avenir mien. Do I have enough dark oak? No. We're gonna need more. Where is it? Over here. I knew I was over here for something. But we're good now. We're gonna go a whole 64 stack. Just absolutely demolish this. And half a stack is pretty easy to get with Fortune 3. True. Whip, what's going on? Thank you so much for the follow, dude. I appreciate you. Yeah, half stack is a good price. Perfect silver. Perfect. Tacky silver. Can you build a medieval village? No. I have a whole theme over here for this, so I will not be doing a medieval village. But if you wanted tips on how to do a medieval village, I do have a video it has 2.1 million on it. You can find it. One of my pinned. It's a pretty good build for a quote medieval village. Barely missed that one. Dell. Heyo. What's up, Candy? How's it going? Not too bad, Eddie. How are you? What even are you selling? Well, they sell lights over here. Silver Mullet sells lights. Elaine Towel sells all building blocks. Adult Steve sells totems. Deli Pop sells beacons. Shulker boxes over here that Kinger does, and rockets. I'm selling potions, upgrading potions, a library, a pawn shop. So my main income is potions, and then we're gonna have these extra little shops around. Because if I would rather go buy a bunch of blocks rather than go mine them. That cuts my time like that. And brewing potions, I would rather just go buy them than brew them. Obviously, I'll be brewing them, but, you know. Enchanted books? Yeah, it's going to be a library for enchanted books. And I'm hoping I can sell the real estate to Kinger, because Kinger has a lot of librarian villagers. Hopefully fill in that little space. Potion Shop 2.0. Exactly. Get some build planning done while lurking tonight. But I got to go to bed. Night, everyone. No worries, Forsaken. Have a great rest of your night, dude. Thank you so much for being in. I appreciate you. Ow. Ow. Did you drop iron? You did. Booter. Actually, we're going to leave this area because apparently there's a lot of mobs. And I don't want a creeper. Heck no. Okay. What are we doing? How to get out of bed to fix your Discord, Candy. Thanks, brother. Appreciate that. W Dizzy. Thank you, brother. Will you be spawn proofing? Yes, I will be spawn proofing. I'll be going through adding lights, hidden throughout here. Glow lichen, lots of it. We will definitely be spawn proof. Okay, shelf blocks. We were crafting those. I forgot. Two, three. We're gonna go 1, 2, 3. Let's come over here. I was just about to hit the button too. What button?
What are we talking about with the button? What button? And shelf block. The creeper button. Oh, yeah, that would not have been cool. This way. 3. What? Oh, I thought I overplaced. Dude. Oops. Flip this around. Perfect. And perfect. Now we can go just a nice little touch. Like so, like so. We're missing something here. A lip. All right, we'll do the rest of this later. We'll go here, like here.